Bonjour à tous et merci de me rejoindre aujourd'hui pour cette vidéo. Je suis Elisa Tang, Data Analyst dans le service innovation chez Midral et je vais vous présenter l'atelier Data Summer Tour qui a été proposé cet été dans nos locaux. Donc pour cette vidéo, je vais aborder l'analyse et la prédiction de valeurs foncières avec l'aide de deux outils qui sont Nime Analytics Platform, donc c'est un outil de data préparation et de data science, et également de tableaux pour la visualisation de nos données. Donc, quelles données allons-nous utiliser ? Ce sont les données qui ont été publiées par le ministère des Finances en début d'année et qui concernent les transactions foncières en France de 2015 à 2018. Et ces données rassemblent plusieurs informations qui sont contenues dans des actes notariés. On aura pour chaque ligne une transaction foncière, donc on aura comme type d'information le type de bien, sa localisation, sa valeur foncière, ses caractéristiques, tout comme le nombre de pièces principales ou encore sa surface réelle, et également la date de la transaction. Quel sera l'objectif pour nous? L'objectif, ce sera tout d'abord de comprendre nos données. Ensuite, on circonscrira l'étude afin d'esquisser un prédicteur de valeur foncière. Donc on va faire ça en deux temps. Tout d'abord, on aura une première partie qui se fera sur Nime, où l'on va réunir nos fichiers en une seule table, préparer les données, esquisser notre modèle de prédiction, puis en faire une sortie tableau. Et la seconde partie se fera sur Tableau, où l'on va analyser plus en détail notre jeu de données et piloter et valider notre modèle de prédiction. Donc avant de passer sur Nime, je vais vous montrer les fichiers que l'on va traiter. Ce sont des fichiers texte et chaque année a un fichier différent. Par exemple, pour les valeurs foncières de 2015, nous avons ces données qui sont représentées ainsi. Donc la première ligne correspond aux en-têtes des colonnes et nous avons chaque colonne qui est délimitée par une barre verticale. Sur Nime, nous allons pouvoir le paramétrer pour le lire correctement. Donc voici notre première chaîne de traitement de données. Elle permet d'importer notre fichier de 2015, de préparer ces données-là et pour en faire ensuite une sortie Nime. Donc ce que vous voyez à l'écran, ce sont des nodes. Donc chaque boîte est un node et a une fonction différente, traite la donnée différemment. Comme par exemple, le file reader va venir importer notre fichier pour ensuite pouvoir la traiter. Donc, lorsqu'on rentre dans le paramétrage du file reader, nous avons tout d'abord notre chemin qui vient chercher notre fichier texte. Et comme vu tout à l'heure, nous avons des délimiteurs de colonnes. Donc, on a mis l'information juste ici. Et nous avons également des en-têtes qu'il faut interpréter. Donc, on a coché Read Column Headers. Et il y a quelques paramétrages ensuite à faire, vu que nous avons un logiciel en anglais. Nous avons changé les séparateurs de décimales du point vers la virgule. Et également, nous avons des accents dans nos adresses, nos villes, etc. Donc, il faut le spécifier et choisir de l'UTF-8. Donc une fois que nous avons paramétré notre premier node, on va pouvoir ouvrir notre table et nous avons tout d'abord plusieurs informations. Par exemple, nous avons plus de 2 700 000 lignes pour l'année de 2015. Il y a eu vraiment beaucoup de transactions. Il y a également pas mal d'informations qui ont été fournies. Nous avons 43 colonnes et on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'on a comme information. On a des codes de service, des références, des articles. Donc ces lignes-là ont beaucoup de valeurs manquantes parce qu'elles n'ont pas été restituées dans les actes notariés. On a ensuite l'information sur les dates de mutation, la valeur foncière, des informations sur la localisation du bien qui a été vendu, échangé, etc. Nous avons des informations sur les caractéristiques du bien et également le type de local, le nombre de pièces principales et la surface du terrain. Donc, si je repasse sur la table, toutes les informations sont ici sur une table. Donc, chaque ligne est égale à une transaction foncière. On retrouve les informations ici.
Et là, je vois dans le type local que nous avons différents locaux qui ont été vendus, échangés, etc. Nous avons des maisons, des dépendances, des appartements, et un peu plus loin, nous avons également des locaux industriels. Donc, ce qu'on va faire tout d'abord pour un petit peu réduire notre scope dans notre étude, c'est de nous concentrer uniquement sur les maisons et les appartements. C'est le premier node jaune qui est le raw filter. Ici, on va filtrer les lignes. Et ce qu'on veut en fait, c'est de filtrer toutes les lignes qui contiennent appartements et maisons. Donc au lieu d'utiliser le type de local, on va utiliser le cop type local, c'est plus rapide pour filtrer. Et le chiffre 1 correspond aux maisons et le chiffre 2 correspond aux appartements. Donc c'est ce qu'on fait, on a filtré par rapport à ces informations-là. Et là, lorsque je vous déroule le résultat, nous n'avons notable que sur les appartements et les maisons. Donc on est passé de 2 700 000 lignes à plus d'1 million de lignes. Donc c'est déjà pas mal pour 2015. Et ce que je remarque également, lorsqu'on remonte un petit peu sur les valeurs foncières, lorsqu'on trie de manière croissante, c'est qu'on a pas mal aussi de transactions qui n'ont pas de valeur foncière en fait. Parce que je remonte tout en haut. Il y a pas mal de valeurs manquantes. Et aussi, également, on a des transactions à 1 euro ou un petit peu plus, 10 euros, etc. Donc c'est ce qui est un peu curieux. Donc on va venir filtrer également les valeurs foncières. On ne va garder que les transactions qui sont supérieures à 10 000 euros. Donc là, on filtre la colonne de valeur foncière et on inclut que les lignes qui ont une valeur foncière supérieure à 10 000 euros. Donc là, c'est ce qu'on obtient. Donc, il n'y a pas tellement de changement au niveau des lignes, mais au moins on a enlevé des transactions un peu étranges au niveau des biens. Donc ce qu'on veut faire également pour réduire un petit peu notre scope, c'est de nous concentrer que sur une ville, car la France est très très grande et il y a pas mal de villes avec des données hétérogènes. On va se concentrer sur Paris, dans notre cas. Et c'est ce qu'on fait avec le troisième raw filter. On va venir filtrer le code du département et on inclut que ceux qui contiennent le chiffre 75. Comme ça, on ne garde que Paris. Et lorsque je vous montre le résultat, on est passé à plus d'1 million de lignes à 38 000 lignes. Donc ce qui est déjà pas mal pour 2015. Et là, on a pas mal de colonnes qui ont des valeurs manquantes. Donc c'est ce qu'on avait vu au départ. Hein, et on va venir les enlever. Car elles sont pas nécessaires, ces colonnes ne sont pas nécessaires et on le fait avec le node Missing Value Column Filter. Et ce qu'on lui spécifie, c'est que parmi toutes ces colonnes qu'on inclut, s'il y a 100% de valeurs manquantes dans ces colonnes, et ben on les enlève. Donc c'est ce que le node a fait et on obtient du coup une nouvelle table avec non, on n'a plus 43 colonnes mais 32 colonnes pour 2015. Et nous avons une belle table. Donc notre table qui a été préparée pour 2015, il faudrait la faire également pour 2016, 2017 et 2018. Donc ce qu'on pourrait faire nous, c'est de copier-coller en fait cette chaîne. Donc là par exemple, je la copie et je la colle plus bas. Et là il faudrait venir changer le chemin de notre fichier en 2016. Le faire également pour 2017, 2018, et puis on pourrait tout unir en une seule table. Donc ce qui est tout à fait possible, mais ça peut prendre beaucoup de temps, ça pourrait être chronophage si un jour on a beaucoup plus de fichiers. Donc ce que je propose dans ce cas-là, c'est de créer une boucle qui irait directement chercher le fichier dans son dossier. C'est la deuxième étape de notre workflow. Nous avons des nouveaux nodes qui sont apparus. Nous avons tout d'abord le list file qui est un node qui va venir chercher et créer une liste d'URL des fichiers texte. Donc en fait, lorsque je vous montre comment est-ce que ça a été configuré, c'est qu'on est venu chercher directement notre fichier de données, là où contient nos fichiers texte. Donc c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Ce sont ces fichiers-là que l'on va ouvrir qui sont contenus dans le dossier données.
donc ce qui correspond à ce chemin-là. Et on va ne s'intéresser qu'au fichier texte, donc on ne choisit que les extensions en TXT. Et au niveau du résultat, nous avons du coup l'URL de chaque fichier texte. Et ce qu'on veut faire maintenant, c'est créer une boucle. On va créer des variables qui sont des paramètres dans NIME, et ces variables-là vont réécrire dynamiquement le paramètre d'un node. Donc c'est ce qu'on fait avec ce premier node bleu, qui est le table row to variable loop start, qui est le début de notre boucle. Donc ça va, les URL que je vous ai montré tout à l'heure vont devenir des flux de variables. Et on va se servir de ces flux de variables pour configurer notre file reader. Donc au lieu d'aller directement chercher notre fichier, on va utiliser une variable de flux qui est l'URL que nous avons créé tout à l'heure. Et nous avons également le loop end qui est la fin de la boucle, ça spécie la fin notre boucle continue de tourner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fichier à lire. Donc en fait ce que ça fait, c'est que ça va notre chaîne va traiter le premier fichier qui est celui de 2015. Lorsque c'est fait, il va revenir au départ pour récupérer le fichier de 2016, faire le traitement avec les row filter et le missing value column filter. Ça va le concaténer en une table et ça recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fichier à lire. Et nous avons également du coup un node de sortie qui est une sortie de notre table en format pointable qui est propre à NIME. Donc notre table est prête, je vais vous montrer le résultat. Nous avons nos transactions foncières de 2015 jusqu'à 2018. Donc c'est parfait, notre table est prête et nous pouvons passer à la deuxième partie du workflow qui concerne la prédiction des valeurs foncières. Donc ça se passe dans ce deuxième workflow là où on va importer la table .table que nous avons créé tout à l'heure et on va continuer à restreindre un petit peu le problème, notre étude, pour créer notre modèle de prédiction et en faire une sortie tableau à la fin. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on convertit certaines colonnes qui étaient en chaîne de caractères en nombres. Donc c'est le cas pour tout ce qui était surface carrée du deuxième, troisième, quatrième et cinquième lot. Et en cherchant un petit peu, nous avons des résultats curieux. Une transaction foncière qui a été faite le 1er octobre 2018. C'était une vente de 310 millions qui était avenue des Champs-Élysées. Et si je continue un petit peu à regarder ces lignes-là, en fait, ce sont des ventes d'appartements, mais avec des surfaces différentes. Donc, l'information n'est pas bonne, on va dire. Un appartement de 29 mètres carrés vendu 310 millions est curieux et va complètement fausser notre modèle de prédiction. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va regrouper les lignes qui sont identiques. Donc c'est le cas avec le node group by. On va venir grouper toutes ces lignes-là. Donc si nous avons la même date de mutation, la même valeur foncière, la même adresse, alors on va déjà sommer la surface réelle bâtie pour ne faire qu'un seul grand appartement avec la somme des pièces principales. Donc une fois qu'on a groupé ces informations-là, on a du coup une seule ligne du 1er octobre 2018, une vente d'appartement à plus de 310 millions d'euros. Donc cet appartement fait plus de 980 mètres carrés et a 40 pièces principales. Donc arbitrairement, nous avons choisi de faire ça pour ne pas fausser notre modèle de prédiction. Et il n'y a pas que les ventes dans la nature de nos mutations, il y a également des échanges et des ventes en VFA. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer uniquement sur les ventes. Donc c'est ce que fait notre troisième node jaune qui est le row filter, et on se concentre uniquement sur les ventes. Donc la nature de la mutation, on ne va choisir que les lignes contenant les ventes. Et pour ne pas fausser également notre modèle, on va choisir de garder que les transactions en dessous de 5 millions d'euros pour ne pas fausser les prédictions.
Donc c'est ce qu'on a fait avec le node RawFilter où la valeur foncière est filtrée également. Donc pour l'instant, on a une table de 124 000 lignes avec des valeurs foncières comprises entre 5 millions et 10 000 euros. Et puis, il y a aussi des surfaces qui ne sont pas spécifiées, la surface du terrain ou encore la surface réelle bâtie. Donc on va enlever ces lignes-là. On va retirer les lignes qui n'ont pas de surface. Donc la surface réelle bâtie, on exclut toutes les lignes qui ont des valeurs manquantes. Donc voici notre table avec 34 colonnes, plus de 124 000 lignes. Donc c'est parti, on va pouvoir passer à nos modèles de prédiction. Donc maintenant que nos données sont prêtes, on va maintenant entraîner un algorithme qui va prédire la valeur d'un bien foncier. Et pour faire ça, on va utiliser le node partitioning qui va séparer les données en deux. La première partition servira de données d'entraînement avec l'algorithme qui va tirer sa connaissance, et de l'autre côté, on aura les données de test grâce auxquelles on va appliquer l'algorithme entraîné. Donc avec le node Simple Regression Tree Learner, on entraîne un type d'algorithme qui est nommé régression linéaire, et cette régression linéaire permet d'établir une relation entre la variable qu'on cherche à expliquer et les variables explicatives qui la composent. Donc dans notre cas, la variable qu'on cherche à expliquer est valeur foncière. Donc on choisit comme cible valeur foncière et on va prendre en compte toutes ces colonnes-là qui sont des variables explicatives. Et ensuite, on a le node Simple Regression Tree Predictor qui est l'arbre qui va prédire pour chaque vente de la table test la valeur d'un bien. Donc une fois qu'on lance notre modèle, nous avons un premier résultat qui se trouve tout à la fin de notre table. Nous avons une nouvelle colonne qui est prédiction valeur foncière. Donc grâce aux données d'entraînement, nous avons pu faire des tests et par exemple pour cette première transaction, notre modèle a prédit 238 000 euros pour une valeur foncière réelle de 225 000. Donc ce qu'on peut faire également, c'est de créer un indicateur pour voir un petit peu le pourcentage d'erreur de notre prédicteur. Et on va créer un nouveau champ qui sera pourcentage d'erreur. Donc ça correspond en fait au taux de variation en valeur absolue de la valeur foncière et de la prédiction. Donc là, lorsqu'on crée ce champ-là, on le retrouve à la fin également pour notre première ligne. Il y a eu 5,8% de pourcentage d'erreur par rapport à la valeur réelle. Donc ce qu'on peut faire également, c'est de trier de façon croissante nos taux d'erreur pour ensuite pouvoir les classer dans des classes. Donc on les a répartis à moins de 5%, 5 à 10%, etc. jusqu'à plus de 100%. Et ça va nous permettre de créer un histogramme qui va nous permettre de voir un petit peu la répartition des valeurs prédites pour chaque classe d'erreur. Donc là, par exemple, pour toutes les prédictions à moins de 5% d'erreur, nous avons 1850 lignes qui ont été prédites correctement, on va dire à moins de 5% d'erreur, etc. Et on a également mis le numeric scorer qui est un comparateur des prédictions et ça nous donne la qualité des prédictions de notre règle. Donc là, la colonne de référence c'est la valeur foncière et la colonne prédite est prédiction valeur foncière. Lorsqu'on regarde un petit peu les résultats, notre coefficient de détermination qui donne en fait la qualité de prédiction de notre régression est de 0,618. Donc un coefficient de détermination est entre 0 et 1, donc c'est plutôt pas mal pour un premier jet, la première esquisse de notre prédicteur de données, de valeur foncière. Donc, une fois qu'on a nos prédictions de fait, on va pouvoir les rajouter à notre table de base avec le node joiner.
Et on anticipe un petit peu notre visualisation faite sur tableau. On voudra aussi représenter Paris sur une carte. Donc c'est ce que fait ce métanode où on va venir chercher directement les données, les coordonnées géographiques de chaque adresse grâce à l'API du gouvernement. Et puis ensuite, on en fait une sortie tableau. Nous sommes sur un dashboard qui a été créé à partir des données que nous avons sorties de NIME. On aura deux volets dans ce tableau de bord. Tout d'abord, on a l'axe d'analyse sur les transactions et ainsi que la distribution de nos ventes sur Paris. Donc, il y a aussi la possibilité d'axer nos analyses sur une certaine année ou sur un certain type de local, appartement ou maison. Donc les deux premiers graphiques que nous avons là permettent de prendre connaissance des données de manière plus visuelle et avec plus de détails. Ensuite, on a un autre axe d'analyse qui serait sur la prédiction de nos valeurs foncières grâce à deux autres feuilles qui sont l'histogramme et la carte de Paris. Donc on va revenir dessus plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur les deux premiers graphiques qui permettent d'avoir un peu plus d'insight. On est sur Paris, on sait que Paris est très connu pour le prix de son immobilier et il est intéressant de se pencher sur le prix du mètre carré par arrondissement. Donc c'est le cas du premier graphique que vous voyez à gauche. Donc notre graphique en bas se décompose en plusieurs arrondissements. Nous avons la taille de la barre qui correspond à la valeur du mètre carré moyen par arrondissement. Donc là on est sur l'année de 2018, on voit qu'il y a un pic pour l'arrondissement du 7e. Donc lorsqu'on va cliquer dessus, on va avoir tous nos autres graphiques qui vont être filtrés et puis on va pouvoir également regarder ce qu'il en ressort avec maintenant la fonctionnalité explique-moi les données. Donc c'est tout nouveau sur Tableau et ça permet d'expliquer des données un peu spécifiques qui sortent de l'ordinaire, soit à la baisse ou à la hausse. Donc ça permet d'approfondir directement notre analyse sans perdre de temps. Et là, par exemple, pour notre donnée 15 000 € qui est le prix du mètre carré moyen pour le 7e arrondissement, on a une petite explication qui a été faite grâce à l'intelligence artificielle de Tableau. Donc il y a une valeur qui a pour effet d'augmenter la moyenne de cette donnée-là, c'est une vente de 800 000 € qui tire notre moyenne à la hausse. Et là, nous avons également quelques graphiques qui permettent d'expliquer, de voir et de comprendre pourquoi est-ce que notre moyenne est aussi haute. Et on peut également visualiser la différence lorsque l'on exclut cette valeur de 800 000 €. La moyenne passe de 15 300 € à 14 300 €. Voilà, c'est une des features qu'on peut utiliser pour regarder directement les valeurs qui ressortent facilement. Donc là, par exemple, on a une moyenne de 10 800 € au mètre carré en 2018, donc ce n'est pas choquant. On peut également regarder sur 2017 si ça bouge à peu près. C'est à peu près les mêmes prix en moyenne, mais par arrondissement, le prix du mètre carré moyen va changer. Donc on peut dérouler ça pour les 4 dernières années. Voilà. Avec une très forte hausse du mètre carré dans le premier arrondissement en 2015. Donc on peut également voir ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a eu une vente de 2 millions d'un bien de plus de 2 millions d'euros. Et c'est pour cela que notre moyenne est en hausse. Si on l'exclut, on passe de 19 000 € du mètre carré à 13 000 €. Donc je vais repartir sur l'année 2018. Donc ça, ce premier graphique permet un axe d'analyse plutôt intéressant au niveau des arrondissements. On va dire qu'il y a pas mal d'arrondissements qui ont un prix moyen du mètre carré inférieur à celui de la moyenne, donc c'est plutôt intéressant de voir ça, les quartiers un petit peu cotés ou pas. Ensuite, on a la valeur foncière par arrondissement avec un box plot qui est une boîte à moustaches, donc ça nous permet d'avoir la distribution de nos ventes et de nos transactions et également de voir les valeurs un peu extrêmes. Donc là, une petite remarque au niveau de ce graphique-là, les valeurs foncières ont été filtrées en dessous de 5 millions d'euros de vente car notre boîte à moustaches serait complètement écrasée si on ne filtrait pas ces données-là.
Donc là, pour chaque arrondissement, on voit qu'il y a pas mal de ventes dans le 7e, également dans le 16e arrondissement. Donc ça permet d'avoir un axe d'analyse supplémentaire. Ensuite, lorsqu'on va regarder un petit peu au niveau de nos prédictions, comment est-ce que notre prédicteur s'est comporté, donc on voit qu'on a un coefficient de détermination de 0,64 pour l'année de 2018, donc c'est plutôt pas mal pour une régression linéaire. On a la distribution de nos pourcentages d'erreurs sur un diagramme. Donc ça nous rappelle le diagramme de tout à l'heure qu'on avait vu sur Nime. C'est exactement la même chose, sauf que là on va pouvoir filtrer, faire interagir ce graphique là avec la carte pour avoir plus d'insight. Le but de ces deux graphiques là, c'est de voir si on peut dégager des tendances par rapport à nos prédictions, si notre prédicteur arrive à mieux prédire la valeur d'un bien par rapport à sa localisation ou par rapport à la surface réelle bâtie par exemple. Donc on va regarder un petit peu ça, on va naviguer grâce à ce graphique là. Donc lorsque je clique sur les distributions moins de 5% d'erreurs, on a des ventes qui ont été faites sur Paris un petit peu partout, sauf dans le 15e arrondissement. Donc je pense qu'au niveau de l'année 2018, il n'y en a pas beaucoup qui ont été faites. Au niveau de la carte, on a des informations qui se dégagent. Donc là, un point correspond à une transaction qui a été faite en 2018. La taille correspond à la surface réelle bâtie et la couleur correspond à sa valeur foncière. Donc là, en un coup d'œil, on voit qu'il y a pas mal de bulles qui sont hétérogènes. Donc même si notre prédicteur a pu prédire à moins de 5% d'erreur la valeur foncière d'un bien, je ne vois pas directement de corrélation qui se fait au niveau de la valeur et de la surface, ou même encore de la localisation. Peut-être dans le 13e arrondissement, on a des bulles qui ont des couleurs un petit peu similaires et également au niveau de la taille. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc, si je continue à regarder un petit peu au niveau du pourcentage d'erreur, lorsqu'on a moins de 20% d'erreur, on a un peu plus de bulles qui apparaissent sur la carte. Donc, il y a pas mal de... On peut voir qu'il y a la taille et la couleur qui est un peu similaire aux extrémités de Paris, on va dire. Mais c'est plutôt très hétérogène pour l'instant. Si je vais regarder un petit peu en arrière, par exemple, les ventes en 2017... On va voir qu'il y a beaucoup plus de ventes qui ont été faites. Donc on a pas mal d'informations au niveau du 15e arrondissement. Donc là, si je recommence encore une fois, c'est quand même hétérogène. On ne peut pas dégager de tendance directe avec notre prédicteur. Et on pourrait également regarder un petit peu nos dashboards au niveau des maisons. Si ça peut être intéressant, là, par exemple... Pour 2018, au niveau des maisons, le prix du mètre carré moyen est beaucoup plus élevé par rapport aux appartements. Ici, on est plus sur du 10 000 euros au mètre carré, mais plutôt 20 000, c'est le double. On a moins de ventes également qui sont faites, la distribution est beaucoup plus faible. Et au niveau des erreurs, là, notre prédicteur n'arrive pas du tout à prédire correctement la valeur foncière d'un bien. Donc il n'y en a même pas dans les 5%, on passe à 10 à 15% directement, donc une seule valeur prédite en dessous de 15% d'erreur. Et au niveau des maisons, il y en a quelques-unes à Paris, mais plutôt aux extrémités, en dehors. Donc il n'y a pas tellement de tendance qui se dégage. Donc si on regarde un peu pour 2017, encore une fois, on a le prix moyen au mètre carré a baissé, on n'est plus à 10 000 par rapport aux appartements, mais à 14 000 euros le mètre carré. La distribution est plutôt pas mal et quelques valeurs extrêmes, donc ça doit être des très très grandes maisons. Donc la surface réelle est de 240 mètres carrés par exemple pour celui qui se trouve dans le 19e. Et là, notre prédicteur a beaucoup de mal également pour 2017 à détecter, à prédire correctement la valeur foncière d'une maison. Notre coefficient de détermination n'est plus de 0,6 mais passe à 0,2. Donc il y a pas mal d'erreurs qui sont faites.
Donc, nous avons eu des informations plutôt intéressantes, hein. C'est un premier jet de notre prédicteur avec une régression linéaire. Donc, ce qu'on en ressort, c'est qu'il n'y a pas tellement de tendance ni de corrélation par rapport au prix, à la taille ou encore à l'emplacement des biens. Et pour améliorer notre étude de cas, il serait intéressant d'améliorer et d'enrichir nos données, par exemple avec des informations externes, tout comme tout ce qui est transport, commerce, école, les services qui sont mis à disposition dans les rues, dans les arrondissements, et éventuellement de choisir un autre modèle d'algorithme pour améliorer nos prédictions. Donc c'est tout ce que je pouvais vous partager sur l'analyse à la prédiction des valeurs foncières dans Paris de 2015 à 2018. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour avoir plus de contenu dans le futur. À bientôt!